The International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia is now in session. L'Audience du Tribunal Pénal International pour l'ex-Yougoslavie est ouverte. Please be seated. The trial chamber. La Chambre de première instance est réunie aujourd'hui pour rendre son jugement dans l'affaire Le Procureur contre Vujadin Popovic, Ljubiša Behara, Drago Nikolic, Ljubomir Borovčanin, Radivoje Miletic, Milan Gvero et Vinko Pandurevic. Je demanderai à M. Vujadin Popovic de se lever. Vujadin Popovic, pour toutes les raisons que je viens de résumer, la Chambre de première instance vous déclare coupable en application de l'article 7.1 du statut du tribunal des chefs d'accusation suivants. Chef 1, génocide. Chef 3, extermination. Un crime contre l'humanité. Un jugement, qu'il s'agisse d'une condamnation ou d'un acquittement, est l'aboutissement d'une procédure pénale instituée devant toute juridiction pénale, qu'elle soit nationale ou internationale. Le chemin suivi pour parvenir à ce jugement, le déroulement de la procédure pénale elle-même, peut différer et diffère d'une juridiction à l'autre. Dans toutes les démocraties du monde, les mêmes principes fondamentaux s'appliquent. Une personne est innocente tant que sa culpabilité n'a pas été établie. C'est à l'accusation qu'il revient de prouver la culpabilité de l'accusé devant les juges. Les droits de l'accusé sont pleinement respectés, mais la procédure elle-même et la dynamique d'un procès peuvent varier considérablement d'un pays à l'autre. De ce fait, les procédures applicables à l'échelon international diffèrent forcément de celles d'un système national donné. Qui pourrait affirmer que tel système est supérieur à tel autre? Les rédacteurs des règlements de procédure et de preuve ont plutôt cherché à tirer parti de l'expérience et des dispositions des différents systèmes juridiques existants. La procédure pénale internationale a également évolué au cours des 20 années qui se sont écoulées depuis la création du premier tribunal international moderne, le Tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie. Au cours des années qui ont suivi, les institutions judiciaires internationales se sont multipliées. Le Tribunal pénal international pour le Rwanda, le Tribunal spécial pour la Sierra Leone, TSSL, les chambres extraordinaires au sein des tribunaux cambodgiens, CETC, qui sont toutes des institutions ad hoc dont la compétence territoriale est limitée à un pays. En 2002, la communauté internationale a créé une Cour pénale internationale, une institution permanente dont le statut a été ratifié par 118 pays à ce jour. Le Tribunal spécial pour le Liban, créé en 2007, est le petit dernier d'une famille qui s'agrandit. La compétence et les activités de ces juridictions internationales sont régies par leur statut et la conduite du procès par leur règlement de procédure et de preuve. Voyons maintenant comment se déroule la procédure. Comme dans tout système national, une enquête est menée lorsqu'un crime relevant de la compétence d'une juridiction internationale a été commis. Étant donné qu'il n'existe pas de force de police internationale, les tribunaux hybrides et internationaux comptent principalement sur leurs propres moyens et la coopération des autorités nationales lorsqu'elle est possible. C'est la raison pour laquelle le bureau du procureur de chacun de ces tribunaux internationaux a recruté des enquêteurs et des policiers expérimentés en plus de juristes ou de juges d'instruction. Les enquêtes menées au niveau international peuvent être longues et complexes. Il faut auditionner un très grand nombre de personnes, victimes, témoins, experts, recueillir des quantités d'éléments de preuves documentaires et réaliser des expertises criminalistiques sur les lieux de crime et des charniers. Dans la plupart des cas, lorsque les enquêtes menées et les éléments de preuve rassemblés ont atteint un seuil critique, les juristes du bureau du procureur déposent un acte d'accusation. Dans les chambres extraordinaires au sein des tribunaux cambodgiens, des co-juges d'instruction s'acquittent de cette fonction. L'acte d'accusation déposé par le procureur est ensuite examiné et mis en question par les juges du tribunal. Dans plusieurs juridictions, comme le Tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie, un juge de la chambre de première instance est désigné pour vérifier les accusations et les confirmer. À la Cour pénale internationale, une chambre préliminaire est convoquée pour s'acquitter de cette fonction. Au Tribunal spécial pour le Liban, un juge de la mise en état désigné à cet effet étudie les éléments présentés par l'accusation et décide de confirmer ou de rejeter tout ou partie des accusations. Dès qu'un acte d'accusation a été confirmé à l'encontre d'une ou de plusieurs personnes, des mesures sont prises en vue d'assurer leur comparution devant le tribunal.
Dans certaines juridictions internationales, un mandat d'arrêt est délivré immédiatement. Dans d'autres, l'accusé se voit d'abord accorder la possibilité de comparaître volontairement. Le tribunal spécial pour le Liban est la seule juridiction internationale qui n'exige pas nécessairement que l'accusé soit présent pour engager le procès. On parle de procès par défaut lorsque le procès est tenu en l'absence de l'accusé. Si un accusé est arrêté ou comparaît volontairement, l'acte d'accusation lui est lu au cours d'une audience dite de comparution initiale. Cette procédure, issue de la tradition de la common law, a une incidence déterminante sur la poursuite ou non de la procédure. Si un accusé plaide coupable d'un chef d'accusation ou de tous les chefs d'accusation et que les juges sont convaincus que les normes applicables ont été respectées, il n'y aura pas de procès pour ces chefs d'accusation. Si l'accusé plaide non coupable ou refuse d'indiquer s'il plaide coupable ou non coupable, un procès aura lieu. La phase préliminaire du procès commence après la comparution initiale ou, au tribunal spécial pour le Liban, après une décision de tenir un procès par défaut. L'accusé a droit à un avocat dès sa comparution initiale. S'il n'est pas présent, un conseil de la défense est désigné immédiatement après la décision de tenir un procès par défaut. Dans la plupart des tribunaux internationaux, un bureau est chargé, au sein du greffe, d'apporter une assistance au conseil de la défense afin de leur permettre de s'acquitter de leur mandat. Au tribunal spécial pour le Liban, ce qui constitue une première dans une juridiction internationale, un bureau de la défense a été créé en tant qu'organe indépendant afin d'apporter une assistance au conseil de la défense. Si le bureau de la défense ne représente pas les accusés, il veille à la protection et à l'exercice effectif de leurs droits. Pendant la mise en état, l'accusation et la défense se préparent pour le procès. Dans toutes les juridictions internationales, cette phase se déroule désormais sous l'œil attentif des juges. Au tribunal spécial pour le Liban, le juge de la mise en état constitue un dossier complet composé de tous les éléments recueillis à charge et à décharge et des arguments que les deux parties, l'accusation et la défense, ont l'intention de faire valoir. Ce dossier est transmis à la chambre de première instance avant l'ouverture du procès. Lorsque les juges ont déterminé que les parties ont eu suffisamment de temps pour se préparer, ils fixent une date pour le procès. Le procès se déroule généralement devant une chambre de première instance composée de 3 juges. Dans certains cas, des juges supplémentaires, suppléants ou de réserve peuvent également siéger. Au début du procès, chaque partie, l'accusation et la défense, ainsi que le représentant légal ou les représentants légaux des victimes participant à la procédure, peuvent faire une déclaration liminaire. La défense peut décider de faire cette déclaration une fois que le procureur a terminé la présentation des éléments à charge et avant de commencer sa présentation des éléments à décharge. La participation des victimes aux procédures engagées devant des juridictions internationales a évolué au cours des 20 dernières années. Si la représentation des victimes n'était pas prévue dans les premiers tribunaux pour l'ex-Yougoslavie, le Rwanda et la Sierra Leone, elle l'est à la Cour pénale internationale, dans les chambres extraordinaires au sein des tribunaux cambodgiens et au tribunal spécial pour le Liban. Dans ce dernier, une section de participation des victimes est chargée d'apporter une assistance sur ces questions. Dans sa déclaration liminaire, le procureur résume les accusations et explique brièvement ce qu'il entend prouver devant les juges. L'accusation présente ensuite ses moyens de preuve. Survient ensuite la production des moyens de preuve ordonnés par la chambre de première instance à la demande des victimes participant à la procédure, puis celle des moyens de preuve de la défense. Dans chacun des cas, la présentation des moyens de preuve comprend des témoignages et la production de pièces, telles que des documents ou des enregistrements audio et vidéo et des expertises criminalistiques. On parle généralement d'interrogatoire principal lorsqu'une partie interroge ses propres témoins et de contre-interrogatoire lorsque ces mêmes témoins sont interrogés par la partie adverse. L'objectif du contre-interrogatoire peut consister notamment à remettre en cause la crédibilité d'un témoin ou d'un point de sa déposition. Les juges ont également la possibilité d'interroger les témoins dans toutes les juridictions internationales. Ils le font plus ou moins selon les dispositions prévues dans le règlement de procédure et de preuve et selon le système juridique dont ils sont issus. Au tribunal spécial pour le Liban, par exemple, l'influence de la législation libanaise et de l'implication de juges et de membres du personnel libanais participant à tous les aspects du processus judiciaire est importante.
Par conséquent, si la Chambre de première instance est satisfaite du dossier présenté par le juge de la mise en état, le président de la Chambre peut commencer à interroger un premier témoin, qui sera ensuite interrogé par ses confrères avant que la partie l'ayant appelé puisse l'interroger. À l'issue du procès, les parties à la procédure présentent généralement un réquisitoire et une plaidoirie. Dans certains tribunaux, comme le tribunal spécial pour le Liban, l'accusé peut également faire une déclaration finale sur des questions pertinentes pour le procès. Lorsque l'accusation et la défense ont terminé de présenter leurs moyens de preuve, la Chambre de première instance se retire pour délibérer à huis clos. Les juges examinent de façon indépendante et impartiale tous les éléments de preuve produits et tous les témoignages afin de déterminer si l'accusation a prouvé la culpabilité de l'accusé au-delà de tout doute raisonnable. Si tel est le cas, la Chambre de première instance conclut à la culpabilité de l'accusé. Dans le cas contraire, les juges déclarent l'accusé non coupable. Le jugement peut être adopté par une majorité des juges de la Chambre de première instance. Il est motivé par écrit et énonce les constatations de faits et les qualifications juridiques. Des opinions individuelles ou dissidentes peuvent être jointes au jugement. À noter que les juges n'examinent que les éléments qui leur ont été présentés dans le cadre de la procédure pénale engagée devant le tribunal et ne prennent pas en compte tout autre renseignement n'ayant pas été admis comme élément de preuve, par exemple des informations publiées dans les médias ou provenant d'autres sources. Devant certaines juridictions pénales, comme la Cour pénale internationale et le tribunal spécial pour le Liban, la procédure de détermination de la peine est distincte de celle visant à établir la responsabilité pénale. La défense peut ainsi se concentrer dans sa plaidoirie sur la non-culpabilité de l'accusé sans avoir à traiter la question de la peine d'emprisonnement, au cas où la culpabilité de l'accusé serait établie. Pendant la procédure de détermination de la peine, les parties peuvent présenter toute information pertinente susceptible d'aider la Chambre de première instance à fixer la peine à appliquer. Les juges peuvent prononcer à l'égard de toute personne condamnée une peine d'emprisonnement à temps ou à perpétuité. Aucune des juridictions internationales ne peut condamner un accusé à la peine de mort. Pour déterminer la peine, la Chambre de première instance tient compte d'un certain nombre de facteurs concernant la personne déclarée coupable et le cas d'espèce. À l'issue de la procédure, la peine est prononcée en audience publique et, dans la mesure du possible, en présence de l'accusé et des victimes si celles-ci participent à la procédure. Les personnes condamnées exécutent leur peine dans un État qui s'est déclaré disposé à les recevoir. En cas d'acquittement, l'accusé est mis en liberté. Les juges peuvent toutefois ordonner le maintien en détention de l'accusé si le procureur a l'intention de faire appel de l'acquittement. Ce maintien en détention peut durer jusqu'à ce que la chambre d'appel se prononce. L'accusation et la défense peuvent toutes deux interjeter appel du verdict. En cas d'acquittement par la chambre d'appel, un accusé doit être mis en liberté immédiatement, à moins que d'autres accusations ne soient formulées à son encontre dans une autre affaire. Comme nous l'avons vu, le tribunal spécial pour le Liban est le premier tribunal hybride ou international pouvant engager des procédures par défaut. Il est très important de noter qu'un accusé n'ayant pas participé à la procédure a droit à un nouveau procès s'il comparaît ultérieurement devant le tribunal. Pour que ces procédures aient lieu et qu'elles se déroulent comme nous l'avons indiqué, il se passe beaucoup de choses dans les coulisses. Par exemple, afin d'apporter un appui et une protection aux témoins, il existe au sein du greffe de la plupart des juridictions hybrides et internationales une section d'appui aux victimes et aux témoins, chargée d'apporter une assistance aux personnes citées à comparaître et de leur assurer une protection si nécessaire. Bien qu'en règle générale toutes les procédures soient publiques, toutes les institutions judiciaires internationales ont également des règles détaillées visant à protéger l'identité des témoins si les juges déterminent qu'une telle protection s'impose. La mesure la plus extrême peut consister à entendre la déposition d'un témoin à huis clos, mais ces situations sont rares. Le plus souvent, d'autres mesures de protection peuvent s'appliquer. Par exemple, le recours à des dispositifs permettant d'altérer la voix d'un témoin à l'aide d'un filtre ou de déformer les traits du visage. L'image diffusée au public étant brouillée afin d'éviter que le témoin puisse être reconnu hors du prétoire. Les juges peuvent également autoriser certains témoins à faire des déclarations sous un nom d'emprunt. Notez bien que toutes ces mesures visent à empêcher que l'identité du témoin soit divulguée au public et non à dissimuler cette identité à l'accusé.
Toutes les institutions judiciaires internationales disposent également de services de traduction et d'interprétation qui jouent un rôle indispensable. Les accusés ont droit à tout moment de suivre la procédure dans leur propre langue. Mais étant donné la nature même de ces institutions, il est fort probable, si ce n'est la règle, qu'au moins plusieurs juges et d'autres participants à la procédure ne parlent pas cette langue. C'est la raison pour laquelle tous les tribunaux internationaux ont prévu des services d'interprétation simultanés dans le prétoire et la traduction des documents versés au dossier en plusieurs langues. Comme nous avons pu le voir, les procédures pénales engagées devant des institutions judiciaires internationales ont une particularité, celle d'être internationales. Elles tirent parti de l'expérience des différents systèmes nationaux et des juridictions internationales elles-mêmes et continuent d'évoluer.